Le 25 et 26 mai 2013 se déroulait à Montreuil un festival d'un nouveau genre. Il réunissait le florilège de la culture de l'imaginaire en un seul et même endroit, le Geekopolis. Le VRAC étant exposant, nous avons décidé d'en savoir plus sur ce festival. Alors, c'est Cyril Villalonga, je suis l'un des initiateurs de Geekopolis et l'organisateur sous le nom pompeux de commissaire général. Je suis donc un des co-créateurs de Geekopolis. J'étais spécifiquement en charge de tout ce qui est direction du contenu, de la programmation, des artistes, etc. On va dire que j'ai toujours évolué dans l'univers soit du web, et soit dans mes univers passionnels, qui est la culture de l'imaginaire en règle générale. Donc ce n'est pas sans raison que il y a 8 ans de cela, j'ai créé une société dans l'univers du manga. Et puis ça a commencé à le développer. Puis je suis monté à Paris pour prendre la direction d'autres sociétés d'édition et de distribution. Je suis un espèce de mélange entre le côté artistique et le côté scientifique. J'ai fait les beaux-arts pendant quelques années. Ensuite, j'ai fait une thèse d'astrophysique. Ensuite, j'ai un peu continué là-dedans en recherche. Je suis un enfant du jeu de rôle, du grandeur nature, du comics, de la BD franco-belge, et puis de la littérature de fantasy, du cinéma. Beaucoup d'activités ludiques et de création de GN. Et en mélangeant tout ça et avec les équipes qu'on connaît, je suis arrivé du coup sur Geekopolis. L'enjeu le plus important a été de réunir en fait des gens, des stands, des exposants, des intervenants qui avaient cette soif de partager. Et je pense que c'est ce en quoi on a le plus réussi, c'est d'arriver à réunir plein de personnes complètement motivées. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui ressort à travers les critiques de Geekopolis, c'est qu'est-ce que c'était plaisir d'avoir des gens qui étaient si investis dans leur passion et qui avaient une telle envie de partager. L'équipe de Geekopolis, c'est d'abord des amis qui se sont dit tiens, si on faisait quelque chose ensemble. On avait déjà fait beaucoup de choses ensemble auparavant. Donc Cyril, Thierry, Willy et moi, en tout cas nous quatre, on avait fait La Faille, qui était un des plus gros grandeur nature, qui a duré 13 à 14 ans en France. L'idée a dû commencer à peu près il y a 3 ans, on a commencé à en parler. Au final, on s'est rendu compte que tous les manifestations, salons, conventions, festivals, etc. qu'on connaissait rassemblaient des facettes de choses qu'on aimait bien, cette culture commune, mais il n'y en avait pas une seule qui rassemblait absolument tout. On s'apercevait qu'au final, aucune manifestation ne répondait à notre envie, à nos besoins. Pas qu'elles étaient moins bonnes, c'était juste qu'on avait envie que quelque chose s'adresse à un public un petit peu plus âgé, qui soit capable vraiment de pouvoir accrocher 3 thèmes, l'interactivité, l'immersion et la créativité. On voulait que dans chacun des quartiers, ou en tout cas quand on rentre dedans, c'est Geekopolis, c'est une ville. Donc il y a des quartiers, il y a des lieux, il y a des atmosphères différentes, il y a des décors différents, mais on veut qu'on ait l'impression qu'ils se retrouvent immergés dans quelque chose. Et pas qu'on se retrouve dans une succession de stands. On a vraiment l'impression de déambuler dans un quartier ou dans l'autre et d'être dans cet univers-là. Souvent, la notion de parc d'attractions est un peu péjorative. On va dire qu'il y a des bons et des mauvais côtés. En tout cas, on a voulu réunir les bons côtés. C'est pas tant le produit fini que le processus créatif qui nous amène à un résultat fini. Et même si on a des résultats finis qui peuvent être extrêmement bien chiadés en bande dessinée, en film, en ce qu'on veut, j'avais envie qu'on puisse voir cet envers du décor. Et c'est cet aspect-là, moi, qui me paraissait capital, vraiment capital à montrer. On ne voulait pas avoir des visiteurs, on voulait vraiment avoir des acteurs de cette manifestation. C'est comme ça en fait qu'est né Geekopolis et dont on a tiré le slogan, le festival dont vous êtes le héros. Le VRAC avait son stand au sein de ce festival de l'imaginaire. Maquillage, interview, suivage du premier épisode des Souverains. Entourés par tous ces créatifs, nous nous sommes posé la question d'où en était la web création en France à l'heure actuelle. Alors c'est vrai qu'on a laissé une place vraiment prépondérante à l'univers des web-séries, tout simplement parce que ça rentrait complètement dans la mentalité de la manifestation. Mais ça naît d'une fanatitude, d'une envie de créer quelque chose, avec une envie de mettre les mains dans le cambouis, de se dire moi aussi je peux le faire, de réunir des gens qu'on connaît, généralement des potes, et d'y aller et de réussir à sortir ça. Donc ça rentre parfaitement dans notre logique de process créatif. Un schéma souvent participatif, à la fois avec des moyens souvent, j'allais dire, limités, puisque ce sont des gens qui le font sans investissement, et donc avec des moyens qui sont souvent semi-professionnels. Ça met en une relation très proche avec la communauté,
dans lequel il ne cesse d'avoir, et je pense que c'est la grosse richesse des web-séries, un peu ce feedback régulier à travers leur présence, à travers les différentes manifestations, à travers un contact régulier, une accessibilité qu'on ne retrouve pas malheureusement dans l'univers des séries télé. Peut-être parce qu'effectivement le nombre de fans reste encore trop important, mais je pense que c'est surtout une volonté différente d'action. La web série, c'est qu'une des facettes. C'est très important que je souligne le fait que on voulait montrer ce processus créatif dans la culture pop contemporaine actuelle, qui pour moi est la culture geek. Le geek actuel, c'est pas le même que celui qu'il y avait avant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ce qu'on appelle geek à l'heure actuelle, c'est plus de niche. Avant, c'était des sujets qui étaient pour des spécialistes ou des nerds ou des fans de comics dans des coins. C'est plus le cas à l'heure actuelle. D'ailleurs, de la même façon qu'on a intégré les web-séries, on a intégré aussi tout ce qui était saga audio MP3, qui est un peu le même principe. Des gens qui, avec les moyens du bord, vont construire une saga et qui est écoutée par des centaines, milliers ou dizaines de milliers de fans. Et je pense que c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est de s'apercevoir qu'aujourd'hui, ce qui réussit beaucoup à travers ces schémas, donc web-série, saga audio et plein d'autres supports, c'est le fait qu'on peut s'identifier facilement. Le VRAC est donc parti à la rencontre des web créateurs présents à Geekopolis. Nous avons ainsi pu nous entretenir avec Fabien Fournier, créateur et réalisateur de la série Noob, David Fressino, créateur et présentateur de Plus ou moins Geek, Alex Pilote, réalisateur de France 5 et directeur des programmes de No Life, Pen of Chaos, créateur de la saga MP3 Le Donjon de Naelbuck, le youtubeur Unster Bleacher, François Descraques, créateur de French Nerd et du Visiteur du Futur, et bien d'autres. Bien, bonjour les passeurs du temps. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous présenter votre projet et quel rôle vous avez chacun sur le projet? Donc, notre compagnie, c'est la compagnie du Lysandre. Nous, on est basé en Bretagne et en fait, quand on s'est rencontrés tous les deux, on a créé notre compagnie il y a 7 ans. On fait du théâtre en salle, mais du théâtre aussi de rue, fantastique, avec des créatures. Et en fait, on travaille beaucoup sur le 19e. Et Arnaud, en fait, écrit. Et on nous a commandé souvent des web-séries pour les entreprises. Comme on voulait conjuguer aussi notre univers, du coup, on s'est dit pourquoi pas faire une web-série à nous, sur les thèmes du 19e, du steampunk. Et la web-série, on l'a fait depuis cette année. Du coup, on a fait 5 épisodes, là. On travaille avec une école de montage aussi sur Rennes. Et le premier épisode est déjà en ligne. Et les 4 autres vont arriver dans la foulée. TGCM, c'est une web-série sur les rôlistes, principalement, mais le jeu de rôle aussi. En fait, on est parti du principe de montrer un petit peu ce qui se passait si jamais ton personnage, quand tu fais du jeu de rôle, arrivait dans le monde réel à ta place. Donc par exemple, quand un cow-boy se retrouve à ta place au bureau, ce genre de merde, tu vois, avec ta copine. Donc l'idée, c'était vraiment de développer un petit peu la relation entre le personnage et le joueur et de voir un petit peu ce qui se passait quand on faisait interagir les deux. On ne s'est pas mis de barrière d'univers en fait. On s'est vraiment intéressé à faire ce qu'on avait envie de faire. Tu vois, si un jour on a envie de faire un épisode polar, on va faire un épisode polar. Si un jour on a envie de faire un épisode pirate, on fera un épisode pirate. Enfin, en fait, j'aime tellement tout. Il y a toujours des trucs intéressants à prendre dans les univers que, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est travailler sur les autres. Et me faire plaisir. Un jour j'ai envie de mettre des zombies, je mettrai des zombies. Un jour j'ai envie de mettre, je sais pas moi, on va dire des hommes lézards dans l'espace, je mettrai des hommes lézards dans l'espace. Franchement, je m'arrête pas à ce genre de problème. Et j'ai créé une série qui s'appelle Ta gueule c'est magique pour justement quand les gens me diront ouais mais c'est pas cohérent ton truc. Je fais bah ouais je m'en fous, ta gueule c'est magique. Bonjour, alors je suis Rémi Hoffman, je suis le réalisateur des Seigneurs d'Outre-Monde. Donc j'ai travaillé à la fois sur le scénario, toute la préparation et tout, parce qu'on est un peu tous orchestre là-dessus. Et donc moi je suis Cyril Liard, je fais beaucoup de choses, mais donc tout ce qui est partie technique, que ce soit sur les tournages ou après je fais tout ce qui est effets spéciaux, 2D. Voilà. J'ai toujours grandi un peu dans le milieu du manga et de la culture geek. Et très jeune j'ai connu les Bitoman. Enfin, c'était dans les années 94, 95 comme ça. Donc sur VHS on regardait les Bitoman qui après sont devenus les France 5 et après No Life et tout ça, toute l'évolution. Quand j'ai commencé à bosser, en fait, je me suis dirigé dans le milieu de l'audiovisuel. Donc à partir de l'âge de 20 ans à peu près, j'étais dans l'audiovisuel en montage, enfin en assistana, en technique, après en monteur et tout ça. À partir de 2003, moi j'ai rejoint un projet qui s'appelle l'Ordre Sith, qui était un fan film Star Wars, qui avait ses bons, ses mauvais côtés et tout, mais qui était une très très bonne école. Et depuis longtemps, j'avais envie de faire un film médiéval fantastique. Et donc j'ai lancé le projet en 2007 à peu près sur Les Seigneurs d'Outre-Monde. Je travaillais totalement dans autre chose avant, dans l'industrie automobile.
Un jour, dans l'écran fantastique, je crois, je découvre un article sur l'ordre site. J'étais ébahi devant ce qu'était l'article sur l'ordre site. Petit à petit, il y a un projet sur lequel ils cherchent quelqu'un pour faire du making-of. Moi qui commençais à me passionner pour la vidéo, je me dis tiens, ça peut être bien, ça me permet de me faire la main. Quand je suis arrivé sur ce projet-là, je me suis rendu compte que c'était la même équipe qui avait fait l'ordre site avant. J'ai transformé cette passion en métier, donc ma passion pour la vidéo en métier. Je suis devenu graphiste, enfin un infographiste. Voilà, tout ce qui est effets spéciaux. Donc voilà, je mets mon savoir-faire à contribution sur les Seigneurs d'Outre-Monde. Et en autodidacte, t'as fait ça? Oui, totalement en autodidacte. Pendant 3 ans, j'ai travaillé sur pendant que j'avais mon boulot à côté, j'ai travaillé sur des courts-métrages, des projets totalement autoproduits, indépendants. Ça m'a permis d'apprendre avec des tutos sur Internet. Alors PAS, c'est une série de KPDP fantastique qui a vu le jour, première diffusion en septembre. Et Lolitaisen, c'est une série qui est plus dans le domaine humoristique, qui mêle la vie d'une Lolita et d'une Gothi qui vont se bastonner entre elles parce qu'elles vont se retrouver dans le même foyer. Sur Past, je suis le scénariste et le chef de projet. Et pour Lolitaisen, je suis juste acteur et je file un coup de main pour tout ce qui est communication et tout le truc autour, quoi. Je suis réalisateur dans les 2 cas. Je m'occupe aussi à la fois du cadre, de la photographie, du mixage, du montage et encore quelques trucs à côté. Bah, faut le dire, hein, sinon c'est pas drôle. Alors sur l'audiovisuel, moi j'ai démarré en janvier 2012 parce qu'à la base je suis directeur commercial, rien à voir avec le métier de l'audiovisuel, j'ai aucune formation là-dedans. J'ai juste beaucoup écrit depuis l'adolescence, que ce soit des textes courts, des nouvelles ou des nouvelles un petit peu plus longues. Mais l'audiovisuel, je découvre vraiment en fait depuis début 2012. Et j'ai fait mes premières vidéos en 2007. De toute première vidéo avec un simple appareil photo dans ma cave. Bon, voilà. Et ensuite, j'ai fait une licence de cinéma. J'ai juste fait les 3 ans et ensuite, maintenant je suis à mon compte en tant que réalisateur professionnel. On a lancé la série un peu un soir en se disant il faut qu'on fasse un truc. Et on n'y connaissait absolument rien du tout. Du coup, on a trouvé une équipe technique. On a trouvé Rémi par ami interposé. Et sur chaque tournage au début, on apprenait ce que c'était en fait les tournages audiovisuels, quoi. Donc pour toi, si j'ai bien compris, tu es professionnel, mais pour les autres, c'est vraiment dans un optique professionnelle ou rester à un loisir, une passion? Alors pour ma part, oui, j'aimerais bien développer ça. J'ai fait un peu de théâtre plus jeune, un peu de scène avec l'escrime artistique avec Stéphane et Alexandre. Et du coup, on a envie de développer ce côté-là autant sur le jeu d'acteur et sur la scénarisation, parce que j'aime beaucoup écrire. Bizarrement, la réalisation ne m'intéresse pas du tout, et puis il y a des gens qui le font vachement mieux que des idées que je pourrais avoir au niveau de la réalisation. Et du coup, ce serait vraiment un réel plaisir de passer dans un monde professionnel. Et c'est pour ça que Geekopolis, nous, comme on est alsacien, ça nous permet de sortir un petit peu de notre régionalisme et de rencontrer des professionnels ou même des amateurs qui ont peut-être un réseau qui est plus large que ce que nous, on pourrait avoir au jour d'aujourd'hui. L'idée, c'est que les gens rentrent par une porte dans notre univers et puissent explorer plein de médias différents. Un livre, un album de musique, une pièce de théâtre, même une affiche qui traîne quelque part. Il nous arrivait de faire des happenings, des performances, mais tout est axé sur cet univers-là. Et l'idée, c'est que nous, on s'impose la cohérence avec une mécanique assez complexe, mais que les spectateurs, quel que soit le média, ne la voient pas. Et qu'à un moment donné, ils vont voir un de nos spectacles, ils vont en voir un deuxième, ils vont dire « Ah, mais ils ont parlé de ce personnage-là dans le spectacle la dernière fois ». Et petit à petit, la cohérence va se faire. Donc, je suis le co-réalisateur d'Another Hero, créateur de la série. Donc, Another Hero, c'est l'histoire d'un super-héros qui est vraiment un héros mais pas vraiment super. Une aventure qu'on a voulu humaine avec toute notre équipe de Montpellier, avec l'association Schools Out. Voilà, et le Chat qui fume, notre bon partenaire du Chat qui fume. Moi, je suis modestement le réalisateur et j'essaye de porter cette série un peu plus loin que dans mon tiroir. Comment est-ce que vous expliqueriez le fait que dans la web-série, on rencontre principalement de la science-fiction ou du fantastique ou des choses qui traitent vraiment du domaine de l'imaginaire? Je pense que c'est une question un peu de génération. Parce qu'on est tous issus de la culture populaire des années 80, 90, 70 aussi, parce que depuis Star Wars, il y a eu
une envie de cela. Et puis, on a tous été bercés par ces séries américaines, par ces films américains. C'est des gens qui ont grandi avec le comics, qui ont grandi avec, pour les plus vieux, les premiers Goldorak, qui ont toujours eu du manga et de la culture américaine dedans. Je ne suis pas sûr en fait que la majorité des web-séries se retournent vers ces thèmes-là. Je pense surtout que nous, on est en train de zoomer sur ce qui nous passionne et qu'effectivement, la particularité de notre public, c'est d'aimer rêver. Donc effectivement, un dépaysement passe souvent par la culture de l'imaginaire, la science-fiction. Les communautés à l'heure actuelle que je côtoie sont proches des communautés de l'imaginaire. Donc proches des communautés de l'imaginaire, on a envie d'essayer de partir dans des univers qui ne sont pas forcément des univers du quotidien. On peut même plus parler de génération geek. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est des codes qui sont tellement intégrés dans tout le monde que c'est logique que sur le web, ça soit des univers fantastiques aussi parce qu'on les voit pas beaucoup en télé. En France, c'est assez marrant, c'est qu'on n'a pas, en tout cas, si on regarde les grandes chaînes, t'as pas de trucs fantastiques. Ce qui explique cette envie de notre part à nous, web créateurs, de montrer autre chose que ce qu'on voit actuellement, c'est que d'abord on en a marre de voir ce qui passe à la télé française. C'est bizarrement par réaction au manque de fantastique et de SF en France, en production on va dire télé ou cinéma, que ça se retrouve sur Internet. Par exemple, en Espagne, il y aura des web-séries plus sociales, tu vois, sur le gouvernement, machin, des trucs un peu critiques, parce que justement ils n'ont pas ça dans leur télé. Les gens qui se lancent sur de la web-série, c'est que la télé qu'ils regardent ne correspond pas à ce qu'ils attendent. Donc finalement ils se disent moi ça me va pas, j'y vais, je me lance. Les moyens modernes maintenant permettent pour des prix beaucoup moins chers, parce qu'avant c'était de la pellicule, c'était tout ça, c'était inaccessible, de faire soi-même ses films. Donc au début c'est Roots, c'est avec le caméscope à papa, mais après on commence à arriver à des niveaux quand même assez élevés, quoi. Il est vrai qu'aujourd'hui il y a un véritable manque, en tout cas sur les chaînes audiovisuelles, de ce type de programme. L'une des raisons, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, la culture de l'imaginaire, la culture geek a toujours été un petit peu dénigrée, on va dire, pendant longtemps. Il y a une sorte de vague médiatique qui est en train de se faire aujourd'hui à travers le slogan « Le geek, c'est chic ». Nous, passionnés que nous sommes, évidemment, on n'est pas sensible vraiment à cela, si ce n'est qu'on en voit les incidences. Il y a fort à parier que les chaînes s'intéressent de plus en plus à cette clientèle, pour reprendre leurs termes, en disant il faut absolument qu'on fasse des choses. Tout le monde dit que l'audiovisuel français stagne un petit peu en fait. Nous en France on sait faire des comédies, on sait faire des films déprimants mais très terre à terre, on sait faire des reproductions historiques, mais on a un peu délaissé le fantastique, on a un peu laissé l'heroic fantasy ou la science-fiction. Du coup voilà, vous, nous tous quoi, ces thèmes-là on les traite aussi sur internet, on les traite différemment. Je précise quand même qu'un jour on m'a dit il y a du fantastique à la télévision française, il y a Joséphine Ange Gardien. Voilà, et non, et comme c'est une génération qui voit finalement aux États-Unis ou en Angleterre les trucs qui lui ressemblent et qui les voient pas en France, je crois que les gens prennent des caméras, des appareils photo et puis let's go pour essayer de faire travailler l'imaginaire, quoi. Il n'y a pas de série de KPDP à la télé par exemple. Il n'y a pas de série de SF à la télé. Donc tout ce qu'on ne trouve pas à la télé et que les gens ont envie de regarder ou envie de faire ou envie de partager, enfin la diffusion sur internet, va permettre justement de toucher les gens qui ont envie de voir ces séries de genre. La nature a de toute façon horreur du vide. Donc quand il y a un manque quelque part, ce manque il va être comblé d'une manière ou d'une autre. Et le web justement est un formidable outil puisqu'il n'y a pas de filtre d'entrée finalement. Un producteur ne va pas vous dire non, les KPDP c'est has-been, c'est le truc de grand papy, etc. Si on a envie de faire une série de KPDP, on l'a fait. Souvent les web-séries sont faites d'une envie, soit d'un réalisateur, soit d'une équipe. C'est-à-dire c'est des gens qui se retrouvent et qui se disent on va faire ça parce qu'on a envie de le faire. Par la force des choses, les web-séries ne sont pas formatées, c'est-à-dire que chacun va faire le délire qu'il a envie. Ça permet de tomber sur des trucs assez foufou. C'est souvent c'est souvent fait par des jeunes, c'est souvent des choses avec des univers fantastiques ou de l'imaginaire, et c'est ça qui est bien aussi. Il y a une envie de faire prendre conscience aux gens que, il n'y a pas que les Américains qui font ça. Et du coup, c'est peut-être ça qui explique aussi le succès d'un François Descraques ou de Noob, c'est que, ou Flanders, je ne vais pas tous les citer à chaque fois, mais j'ai l'impression qu'on cite des marques à chaque fois. Tu sais qu'il faut en dire 3 minimum. Non, mais toutes ces licences-là, si tu veux, elles ont tapé avec passion dans ce qu'elles aimaient, en se servant de leurs propres influences et leur propre culture, et du coup en sortant un produit complètement inédit et qui est invisible dans le paysage audiovisuel français, qui pourtant existe aujourd'hui grâce aux gens.
Oui, c'est plus fantastique. C'est clairement plus fantastique parce qu'on peut se lâcher, quoi. Enfin, c'est vrai dans tous les médias. Je sais pas quoi répondre à ça. C'est normal. C'est partout. C'est normal que ce soit ça. C'est évident, évidemment, quoi. Est-ce que pour toi, il y a un esprit web-série ou alors est-ce que le web, c'est juste un support? En fait, j'aime pas me dire que, ok, tu fais la web série, d'accord, donc tu fais un truc geek, donc tu fais un truc de super-héros avec des effets spéciaux. Justement, pour moi, ça, c'est une mauvaise façon de penser. Pour moi, c'est tout simplement l'esprit des films amateurs. C'est-à-dire que peu de moyens, mais peu de contraintes. Il se trouve que ces films amateurs se retrouvent sur le web aujourd'hui parce que c'est le meilleur moyen pour les montrer. Et un film, c'est quand même fait pour être vu. Donc les réalisateurs, les équipes veulent le montrer. Moi, à mon époque, on mettait ça sur des cassettes VHS et on les projetait dans les conventions. C'était notre moyen de le montrer. Aujourd'hui, c'est un autre moyen pour les amateurs de montrer leur production. Je pense qu'il y a un esprit web. Le problème, c'est que je crois que tout le monde ne le comprend pas. C'est vrai qu'on a eu un peu la chance avec Plus ou moins Geek d'être à la fois sur le web et en télé. Après, on est passé sur une plus grosse télé. C'est là où on s'est rendu compte aussi que le côté web pouvait vachement larguer les gens. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi Fred, le joueur du grenier, fait 150 millions de vues. Alors moi je trouve qu'il y a un esprit web, mais qu'il est pas mal en train de se perdre en fait. Moi je suis un survivant du web 1.0 puisque je suis sur le web depuis 1994. C'était une époque où quand tu mettais quelque chose sur le net, il fallait faire une démarche volontaire. C'est-à-dire déjà, il fallait coder du HTML, il fallait utiliser un logiciel FTP. On vient du net, principalement, moi mes séries, je les mettais sur le web 1.0 à l'époque, en real player, il fallait les downloader, ça mettait une plombe. C'était avant l'époque, évidemment, de YouTube et des services de streaming de vidéos. Je viens d'une génération où nous n'avions pas encore de Dailymotion ou de YouTube. Et c'est vrai qu'à l'époque, tu avais 2 petits sites spécialisés, il y avait une sélection, tu envoyais une cassette sur de la bande et tout. Donc tu avais même, pour le web, il y avait quand même une sélection. Alors que maintenant, tu fais ce que tu veux chez toi, tu le balances sur YouTube. Mais voilà, je crois que c'est l'esprit web, c'est ça, c'est l'esprit de zéro limite entre j'ai envie de faire un truc et je peux le montrer à tout le monde. L'intérêt d'Internet, l'intérêt d'avoir une liberté et justement d'avoir pas quelqu'un qui te dit le contenu qu'il faut faire, c'est de pouvoir choisir son sujet, choisir son style, choisir son format et tout. Je pense que l'intérêt d'Internet, c'est de surprendre et d'être libre. Et j'ai l'impression malheureusement que comme tous les médias, que ce soit la radio, la télé et tout, et au bout d'un moment, ça va être formaté naturellement parce que les gens vont se dire c'est ça qui marche. Et justement, il ne faut pas se dire ça. Non, ça marche. Il faut faire des trucs bien. Je trouve que l'humour est mis en avant. Particulièrement, tout ce qu'on a vu, c'est vraiment l'humour. Alors moi, c'est ça qui m'a choqué, mais nous, on adore, donc c'est très bien. Je pense qu'il y a une fiction 2.0 qui est en train d'arriver en France, qui se structure. Au début, c'était les premières web-séries. Et puis aujourd'hui, on est des centaines de web-séries. Comme je dis, on est tous un peu des trimards. C'est-à-dire qu'on fait de la web-série avec peu de moyens parce qu'on n'a pas encore de producteurs derrière. Les modèles économiques, si jamais on veut un modèle économique basé sur la publicité, il faut créer une communauté. Pour créer une communauté, il faut commencer sur ses propres moyens. Il faut ramer jusqu'à ce qu'on arrive à générer une masse critique qui fait qu'ensuite on peut générer un modèle économique. Il y a une certaine innocence, il y a une certaine, pas naïveté, mais il y a un côté enfantin. C'est-à-dire que dans du cinéma indépendant ou dans du court-métrage vraiment poussé en 35, il y a des choses de très très bonne qualité. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de prise au sérieux. On s'amuse, on se lâche. Dans les web-séries. Et c'est pour ça qu'on voit par exemple un truc comme Noob qui cartonne. Noob, techniquement, tout n'est pas bon, ils le savent, c'est construit comme ça, mais ça donne un côté sympa, ça donne un côté copain. Et ça, c'est important, il y a un côté proche du spectateur aussi dedans. Pour exprimer nos idées sur Internet, qui sont des idées souvent qu'on ne voit pas à la télévision, qui sont exprimées différemment qu'à la télévision, je pense qu'effectivement, il y a une culture Internet. C'est les gars qui se serrent les coudes, qui font des choses qu'ils ne voient pas à la télévision parce que justement, il y a un manque. Donc, puisque ça y est pas, autant le faire nous-mêmes. Voilà, on a des petites compétences, on s'améliore et compagnie. Donc, on essaye de faire à la télé des choses qu'on ne verrait pas... non, l'inverse. Sur Internet, des choses qu'on ne verrait pas à la télé. Et je pense que le temps du web, le temps de créativité du web ne fonctionne pas dans le même temps que le temps des médias traditionnels. Entre le moment où vous avez l'idée, le moment où vous avez l'envie, et le moment où on arrive à la phase de production, il peut s'écouler des années. Et avec le web, on peut avoir eu l'envie de faire ce qu'on fait il y a 10 minutes pratiquement, et le uploader sur YouTube et le faire voir aux gens. C'est un pouvoir d'immédiateté que la télévision n'a pas, et à moins de changer radicalement son modèle, n'aura jamais. On est tous animés par cette espèce de volonté de vouloir proposer autre chose au public. Alors modestement, parce qu'on a peu de visibilité, mais
Mais finalement, grâce à des médias comme No Life, Dailymotion des fois qui mettent en avant, Watt, tout ça, on arrive à trouver un modèle de diffusion. Nous, l'objectif est clair, on veut augmenter la vision de notre univers. Mais tout à l'heure, dans la conférence qu'on a faite, il y a quelqu'un qui a intervenu dans la salle en disant très justement que l'objectif de beaucoup, c'est d'être diffusé en télé, c'est-à-dire de devenir professionnel. Donc au final, je pense qu'il y a plein d'objectifs différents, mais que le but, c'est qu'on utilise un médium qui est libre. On fait ce qu'on veut, quoi. Et ça, c'est juste génial. Encore une fois, c'est né d'une envie. C'est-à-dire que c'est pas né d'une réflexion profonde en disant ah là il y a un marché à prendre, on va faire ci, on va faire ça. C'est plus un truc du genre waouh, si on a notre chaîne, on ferait ce qu'on veut. Ouais, on va faire ça. Oh, vous vous rendez compte, on va pouvoir passer ci, on va pouvoir passer ça. En ce qui concerne cet esprit web-série, je pense que c'est la volonté de tous de vouloir créer autre chose et montrer autre chose surtout, voilà. D'autres univers avec une consistance différente, peut-être plus axée vers une culture populaire. Cet esprit web-série, c'est plus une question d'esprit générationnel où à l'heure actuelle, à mon sens, la diffusion d'informations par le web et autres, et l'accès à la technologie est vraiment ouverte à quasiment tout le monde. Et donc du coup, on n'est pas bridé par la technologie, la seule chose qui nous bride, c'est notre propre imagination. Pour moi, l'esprit web-série, c'est de vouloir proposer une histoire qui nous fait plaisir à raconter. Pensez-vous que les web-séries ou les créations d'une manière générale qu'on va diffuser sur Internet sont destinées uniquement à un public averti, c'est-à-dire un public geek qui va comprendre des références, qui va être capable d'aller chercher ça aussi, ou pensez-vous qu'elles puissent vraiment s'ouvrir à un autre public ? C'est difficile à dire parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Il suffit de regarder le nombre de vues de toutes ces web-séries. Quand ils sont en convention, on voit qu'il y a un engouement, donc c'est pas une niche, c'est vraiment quelque chose qui va intéresser quelques passionnés. Là, c'est quand même un peu plus que ça, je pense. On pense qu'on s'adresse à un public de niche, mais c'est pas vrai. On pense qu'on s'adresse à un public... Non, on s'adresse à tout le monde. Je veux dire, quand dans Another, on entend les bruits de Mario, je ne connais pas une seule personne qui ne les a pas repérés. Le défaut de la télé française, c'est de dire « Ok, on veut toucher 6 millions de spectateurs, on veut toucher toutes les tranches d'âge, donc on va essayer d'être tellement ouvert que finalement, on touche personne vraiment. » tu vois, c'est très... Donc, en série sur Internet, on n'est pas obligé de faire ça. TF1, c'est 7-8 millions de téléspectateurs régulièrement. Donc les gens, ils ont l'habitude, c'est la facilité, on allume la télé, on met TF1, c'est réglé. Pour aller regarder une web-série sur le web, la démarche est différente, c'est qu'il faut vraiment y aller soi-même. Il faut se dire, tiens, j'y vais. C'est ça, il faut savoir que ça existe. Alors je pense que ça peut s'ouvrir à tous les publics pour un certain nombre de raisons, mais ce ne sera pas tous les publics à la fin qui seront touchés. C'est comme si on me demande, tiens, est-ce que les films sont ouverts à tous les publics ? Oui. Les films sont ouverts à tous les publics, mais on voit très bien qu'il y a des films qui vont plaire à la ménagère de plus de 50 ans et des films qui vont plaire à l'intello bourgeois ou l'autre qui va plaire aux nerds. Évidemment, donc on ne peut pas demander à la web-série de plaire à tout le monde. C'est un média comme un autre et c'est le sujet qui va être traité, la manière avec laquelle on va le traiter, qui va pouvoir toucher telle ou telle cible. Pour l'instant, ça reste un peu dans une sorte d'underground qu'on va qualifier geek. Mais bon, maintenant geek, ça devient tellement vaste. T'as un iPhone, bon, c'est bon, t'es geek. Les gens qui étaient dans de l'amateur se professionnalisent là-dessus. Et vraiment, il y a un vrai regard des diffuseurs et des producteurs sur cette création-là. Donc, à partir du moment où il y a des larges médias, c'est la totalité des gens aussi qui est touchée. Effectivement, c'est rempli de références. Et c'est ce que les gens, ils adorent. On regarde la dernière série avant la fin du monde, que ce soit effectivement du Noob, que ce soit du Flanders. C'est bourré de références de notre culture de l'imaginaire. Je pense que c'est ce qui fait aussi son succès. Est-ce que ça empêche de pouvoir l'ouvrir au grand public ? Bien pas tant que ça, parce qu'au final, l'effet qui est en train de se faire, c'est que les gens commencent à s'y intéresser et d'ailleurs vont rentrer dans la culture de l'imaginaire à travers ces web-séries. Au même titre que le cross-média, on raconte des histoires différentes selon qu'on s'exprime sur un roman, une bande dessinée ou une web-série. Je pense que le support Internet permet tout un tas de libertés que peut-être la télévision ne permet pas. Parce que bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent moi je suis à la télévision, mais je suis quand même libre. Mais je pense que cette liberté, elle est quand même cloisonnée. Le CSA n'a pas d'emprise sur Internet, donc là aussi on peut s'exprimer sans aucune entrave, on va dire. Donc vraiment, ouais, le net, c'est le support où la liberté est totale. Ceux qui pensent que c'est restreint, c'est qu'ils ont leur esprit qui est vachement restreint aussi, quoi. Et c'est vrai que pour travailler aussi en télé, tu te rends compte qu'on te dit ouais, mais si c'est sur le web, c'est parce que ça marcherait pas à la télé, voilà. Non, c'est une sacrée connerie. Le travail de scénariste, c'est d'embarquer les gens dans une histoire, tu vois. Et si dès le départ tu dis attention, tu vas pas forcément comprendre parce que faut être geek. Je trouve que c'est pas un bon travail de scénariste. Il y a souvent un travail qui
qui est fait est très intelligent, qui consiste à travailler sur différents degrés, les personnes qui vont être capables d'apprécier sans vraiment comprendre les références, et qui petit à petit vont s'y intégrer, et du coup s'intéresser en partageant d'autres passions. Ils vont découvrir Noob et ils vont peut-être se mettre à des MMORPG. Et le mec qui regarde jamais de web-série mais qui en découvre une par hasard et qui entend les bruits de Mario, il fait putain c'est rigolo. Et finalement, c'est justement parce qu'on fait un divertissement populaire qu'on s'adresse au plus grand nombre. Je crois qu'effectivement c'est quelque chose qui arrive à se lire en 2 vitesses. Et puis même à la rigueur, ceux qui n'ont pas encore ces références vont s'y mettre, j'en suis certain. Et tu regardes les The Avengers et tout, t'es pas obligé d'être geek pour aimer. Et c'est pour ça que ça fait autant d'entrées. C'est que c'est une histoire d'aventure assez universelle. Même ma mère peut regarder, elle va pas tout comprendre, mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'élitisme dans la web-série, c'est ce qu'on veut nous faire croire, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense qu'une série comme Les Souverains ou comme Another Hero, qui sont 2 univers complètement différents, s'adresse à un plus large panel et un plus large public que n'importe laquelle des séries TF1 actuelles. Qu'est-ce que tu penses de l'effet Noob justement? Est-ce que tu penses que ça va changer les choses ou au final pas? Non mais c'est génial, justement j'en discutais avec Fabien Fournier tout à l'heure, tu vois, justement on en discutait et il disait qu'il était vraiment sur le cul et que il se demandait pourquoi sa communauté en fait, tu vois, continuait, tu vois, à appuyer ce truc-là, quoi. Je suis convaincu que c'est une bonne chose. Évidemment, déjà, je ne vois pas pourquoi on serait contre le fait que des fans aient décidé de mettre de l'argent pour fabriquer un truc qui leur plaise et avec des gens qui sont ultra motivés pour le faire. Donc ça, évidemment, s'il y a des gens qui sont contre, je serais ravi d'en connaître les arguments parce que je ne vois pas pourquoi on pourrait être contre ça. Effectivement, Noob, il y a tout un tas de facteurs qui font qu'on a la chance d'avoir une communauté parce que c'est le thème du MMORPG, il y a plusieurs choses qui font, on a No Life et compagnie, on a eu plusieurs rencontres heureuses avec le destin qui font qu'on a eu des petits bonds en avant. Mais vraiment, pour moi, l'effet Noob, c'est plus l'effet web-série à travers le biais de Noob, c'est-à-dire qu'on a peut-être expérimenté quelque chose au bon moment, le crowdfunding, et les gens se sont engouffrés là-dedans et ont dit je soutiens Noob, mais à travers ça, je soutiens la web-série. Je pense que les gens qui ont suivi Noob, ils ont toujours envie d'être intégrés dans la progression de la série. Et ça, c'est une autre forme d'intégration, finalement, tu vois, une autre façon d'accompagner finalement un projet en donnant un peu de thunes. Et en plus, voilà, tu peux mettre 5 € comme tu peux en mettre 10 000, je pense que c'est cool. Si tu peux mettre que 5, c'est cool aussi, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment l'amour de la série et de se dire, si elle doit passer un autre cap, on a encore envie, tu vois, d'être intégré dans le processus. C'est un cadeau. Vous nous avez donné pendant 5 saisons, maintenant on a envie de vous donner pour faire un film et qu'on soit heureux derrière, d'avoir participé à ce projet. Le lien qu'il y a aujourd'hui entre ces équipes de web-séries et leur public par rapport à des personnalités publiques comme celles que tu viens de citer n'auront jamais le même rapport, la même passion. Et surtout le même militantisme, puisque c'est ça aussi la particularité des fans de ces web-séries, ce sont des gens militants, ils ont envie de partager, et je pense qu'aujourd'hui, bien évidemment, que ça va être un schéma que plein d'autres vont vouloir tester, vont vouloir essayer. C'est vraiment bien parce qu'ils le méritent, parce que c'est un travail de titan qu'ils ont fait derrière. À la fois c'est avant Noob parce que voilà, il a fallu faire plein de choses pour pouvoir faire Noob. Là c'est 5 ans de travail, justement ça va mettre en avant un peu toute cette culture là, et puis c'est un peu un défi à la fois sur les cultures geeks de pouvoir d'en parler et sur les systèmes de crowdfunding. On ne peut plus avoir juste quelqu'un en face qui est passif, on veut quelqu'un d'actif. Quelqu'un d'actif, si on le pousse dans son paroxysme, ça veut dire également qu'il a le droit de choisir et de ne pas avoir juste les mains basses sur les majeures compagnies ont décidé que c'est tel film ou telle musique qui va sortir. Pour pouvoir voir s'il y a un vrai modèle économique, il va falloir attendre. Je veux dire, le phénomène en tant que tel, c'est génial parce que ça ouvre, je dirais, une petite lucarne sur le monde de la web-série, sur le support web-série. Mais en aucun cas, ça va apporter une légitimité à ce qu'on fait, puisque les grandes instances ne sont pas décidées de nous la donner encore. Il va y avoir un temps de latence où on va se regarder en chien de faïence. C'est-à-dire que les producteurs qui viennent de la télévision, comme ce qui se passe avec Le Visiteur du Futur, ils voient la timbale. Ils se disent « Ok, super, ils font des millions de vues, tout le monde les adore. Ils font des trucs super avec très peu d'argent, on ne va pas leur donner plus d'argent et on va leur donner une vie supérieure. Et comme ça, on va gagner plein de fric. » Alors que les web-séries, elles se disent « Chouette, on va avoir des sous, on va pouvoir faire encore mieux. » Sauf que c'est pas compatible. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis sur certains projets. On parle beaucoup de Véronica Mars. Le paradoxe de ce projet-là, c'est une série américaine, produite par la Warner, je crois, qui a fait plein de saisons. Les mecs ont voulu faire un film, les gens ont dit non, non, non.
Ils ont dit, prouvez-nous que vraiment il y aura un public. Et là, ils ont fait un crowdfunding qui ont rapporté 2 millions de dollars. Et là, la Warner dit, d'accord. Heureusement, Fabien, il n'est pas comme ça, parce que Fabien, il est autonome. Il n'a pas besoin de ça. Il fonctionne dans son circuit et tout, donc lui, il va s'en sortir très bien. Mais les gens qui vont essayer un peu de gratter l'argent des fans, mais en même temps et tout, ça me fait un peu peur. Le crowdfunding, il faut que ce soit très précis et qu'on comprenne un peu d'où vient l'argent et pourquoi les choses se font comme ça, tu vois. Il y a des projets que j'aime beaucoup qui sont montés par du financement participatif, parce que justement, il n'y a aucun autre moyen qui se fasse. Je pense qu'il va y avoir une période où ça va s'entrechoquer. Il va y avoir des dégâts, j'espère pas, parce que par exemple le Visiteur du futur c'est une très belle histoire, nous pareil, mais il va falloir trouver le juste milieu et si ça passe pas, il va falloir créer autre chose, quoi. Des web-séries gros budget produites pour le support internet sont en train d'être produites dans d'autres pays, voilà, comme le Canada, aux États-Unis ça existe déjà depuis longtemps. Et ce support commence vraiment à être connu ailleurs. Donc peut-être qu'en France, on ne mettra pas 15 ans avant de s'en rendre compte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on ait notre droit de main à la pâte. Et le phénomène Noob prouve qu'on peut. Alors après, est-ce que ça va se multiplier sur la web-série ? Je ne suis pas sûr que toutes les communautés web-séries soient repartantes pour faire autant pour tout. J'en suis pas convaincu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis convaincu que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à le faire. Et ça se voit sur les créations de jeux, ça se voit sur d'autres types créatifs. Et j'espère que le monde va s'en rendre compte, en tout cas la France qui était un petit peu retardataire sur ces principes-là. Quand tu es novateur, tu as deux choix, enfin tu as deux possibilités. Soit ça ouvre plein de trucs, soit ça va le fermer. Je vais prendre un exemple qui est hyper simple, que je cite souvent, c'est Kaamelott. Kaamelott à la télé, tout le monde a dit oh, c'est génial, il y a vraiment un esprit geek qui arrive à la télé. Est-ce que tu as vu d'autres séries depuis Kaamelott dans le même esprit que Kaamelott ? Quand tu as un truc comme ça, c'est soit ça ouvre à tout, soit finalement ça reste un ovni. Encore une fois, qui c'est qui banque ? C'est le public. Alors que ce ne serait pas au public de banquer. Pas pour ça, pas pour un divertissement qui est fait pour eux. Donc moi je trouve ça génial parce qu'il y a un côté communautaire là-dedans. C'est ça qui me plaît beaucoup. Mais dans l'idée, le crowdfunding pour moi n'est pas une finalité et ne doit pas l'être. Aujourd'hui, on ne parle que du succès de Noob avec Ulule, mais il faut voir derrière, c'est que cela n'a pu être fait qu'à travers un support intéressant, un support fait par des geeks, et ça c'est vraiment important, pour faire le lien avec Geekopolis. Ce qui nous a fait le plus plaisir, franchement je le pense, c'est le fait que les gens aient reconnu qu'il s'agissait d'un travail de passionné. Et je pense qu'une fois qu'on nous a fait ce compliment-là, avec tous les couacs, les éléments négatifs qu'il pourrait y avoir dans d'une organisation inexpérimentée, je pense qu'on avait réussi une partie de notre contrat, c'est-à-dire que s'il y a eu aussi un tel succès, un tel engouement, même médiatique et du public, c'est parce que les gens ont vraiment senti qu'il y avait une volonté passionnelle derrière. Pour les autres qui essaieront d'imiter ça, je pense que cette passion ne se verra pas, voire n'y sera pas. Je ne veux pas préjuger, mais en tout cas, ça sera le cas pour de nombreux, et je pense qu'ils n'arriveront pas à de tels résultats, si ce n'est bien sûr les financements d'autres boîtes de production, mais je pense qu'à ce moment-là, ça sera un crowdfunding complètement différent. Si nous, on fait du participatif, justement, on ne va pas le faire 10 000 fois, on le fera vraiment une fois, on le fera bien. Et ce sera vraiment pour un projet particulier, soit, on va dire, pour un nouveau projet hors Ankama et France Télé, soit potentiellement pour un film Visiteur du futur, mais dans ce cas-là, il faudra vraiment que ce soit justifié, il faudra vraiment qu'on dise voilà, sans vous on ne peut pas le faire et tout, et que ce soit vraiment un projet level up, tu vois. Et pas juste oh, ça nous saoulait d'aller passer des coups de téléphone et tout, donc on vous a demandé à vous, tu vois. Ça, je trouve que ça peut être une tendance qui peut être néfaste. Voilà. Bon, on a introduit un peu le cross-média dans le milieu de la web-série, puis maintenant on a Visiteur du futur, on a Joueur du Grenier qui fait sa BD, on a Flanders Company. Il y a peut-être aussi un effet cross-média, et peut-être à travers justement que ce soit tombé, voilà, on a eu la chance de tomber sur nous, on a peut-être un second souffle pour la web-série, enfin un premier souffle, je dirais même, pour la web-série qui va éclore à travers ce biais-là, et on a la chance que ce soit tombé sur nous. D'après toi, quel pourrait être l'avenir des web-séries ? Je pense que l'avenir, ça va être à nous de le créer. Les gens comme le VRAC ou même Another Hero, tout ça, ça va être un peu à nous d'explorer tout un tas de voies qui n'ont pas encore été faites. On en discutait cet après-midi avec d'autres gens pendant la conférence. On nous a posé la question de savoir si c'était possible d'aller à la télé. Je ne pense pas que ça soit à la télé pour le moment.
Je pense que c'est un mix entre la télé et Internet. C'est un média à part qu'il va falloir qu'on travaille, qu'on crée tous ensemble. Alors moi je pense qu'il y a un avenir doré pour les web-séries, pour plusieurs raisons. C'est qu'on a des signes d'abord, c'est-à-dire que nous tous, nos statistiques, il y a 5 ans quand la web-série a commencé à arriver timidement en France, quand on passait les 1000 vues, c'était ouh la fête et tout. Aujourd'hui 1000 vues, ça se passe beaucoup plus vite. Ensuite il y a le crowdfunding du film Noob qui est censé être un record français. Une web-série a fait le record français. Ça veut dire que moi je pense que c'est pas Noob en tant que tel. Je pense que les gens ils veulent montrer, ils veulent dire voilà bon c'est tombé sur nous tant mieux, mais ils veulent se dire ben voilà je montre, je participe, je montre que j'ai envie de voir autre chose à la télévision. Et pour moi ça rebondit sur toutes les web-séries qui existent. Et je pense que les web-séries vont se développer de manière exponentielle sur Internet, vont se développer de manière graphique, parce que les web-séries aujourd'hui sont de plus en plus belles. Les gens ont de plus en plus envie de raconter une histoire. Comme disait Castor, souvent les gens ont envie de raconter leur histoire. Et à moins que la télé, à un moment ou à un autre, se dise il y a un truc à faire avec eux, je pense que ça restera sur un média net ou sur des TV qui sont un petit peu différentes. L'intérêt, c'est que chacun doit trouver sa voix, et sa voix dans le sens sa voix, tu vois. Donc sa façon de parler, sa façon de raconter des histoires et tout. Pour moi, que ce soit en web-série ou même en podcast, tu sais, quand il y a eu les podcasts, quand il y a eu Norman qui a fait son podcast, il y a eu Cyprien pratiquement au même moment. Après, tu en as eu plein d'autres, donc tant mieux. Mais on arrive à un moment où maintenant, t'imagines, c'est tellement allé vite. En 6 mois, les gens on a eu marre des podcasts. Et en web-série, c'est un peu la même chose, mais c'est pas la même chose puisque au final, ça prend plus de temps. Voilà, donc il y a beaucoup plus de travail accompli dans une web-série que dans un podcast, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est normal, c'est une fiction. Mais ça change pas dans le fait qu'il faut trouver sa voie. On pense que l'avenir, c'est que ça va bouffer la télé. C'est-à-dire que si on est intelligent sur le net et que ça ne devient pas mercantile à donf et qu'au final le système déjà qui existe dans les productions télévisuelles ne devient pas celui de Internet et qu'on arrive à lutter en faisant en sorte que ça devienne un système libre, quoi qu'il arrive et sans censure, il va peut-être y avoir des systèmes économiques qui vont se créer parallèles avec Upload, tous ces mecs-là où on payait 20 € et on téléchargeait tout. Moi, je ne l'ai pas fait, c'est illégal, hein. Mais où on téléchargeait tout ce qu'on voulait. C'est un système qui marche. Et pour peu que ce système-là soit fabriqué sur mesure et que ce soit légal, moi, par exemple, ça ne me dérange pas d'acheter sur Amazon, iTunes, ou si j'achète ce que je veux et que je suis libre. Mais si ce que j'achète m'appartient. Méga Upload, on peut critiquer tout ce qu'il y a derrière. À la fin, il y a des gens qui étaient prêts à dire très bien, je paye, mais j'ai accès à tout ce qu'il y a derrière. Illégal, pas légal, parce qu'il y avait de tout. Mais en tout cas, les gens ont payé. Le système fonctionne. Derrière, c'était pas juste, c'est gratuit. Des gens ont payé pour. Et il y a tout un système de fonctionnement où on se retrouve en contre-pied par rapport à l'économie classique telle qu'on la connaît, qui, j'espère, va s'effriter. Le cinéma étant à 80-90% entièrement subventionné, ils ne prendront pas le risque de mettre de l'argent dans quelque chose d'indépendant dont ils n'ont pas le contrôle pour éventuellement se faire du fric derrière. Voilà. Il y en a peut-être, mais voilà. Ils vont avant tout se tourner vers ce qui marche bien, même très bien, et puis proposer une somme misérable. Ça ne fera pas gagner en qualité la série, bien au contraire. Ça va freiner la créativité et ça va les empêcher, eux, de pouvoir mener à terme, ou du moins, ça va freiner leurs ambitions. C'est mon avis maintenant. Je pense que c'est pas ça qu'il faut viser à produire. Si on vise à produire à 50 000 €, il faut que tout l'argent aille dans la série pour pouvoir vraiment avoir une plus-value et monter une marche supplémentaire qui va nous emmener vers un budget plus gros ensuite. Alors je n'en ai aucune idée puisque j'avais déjà aucune idée qu'il y avait un avenir quand j'ai commencé. Maintenant moi je me focalise beaucoup sur mon travail. Mais les Guignols commencent souvent par, enfin tout le temps même, par vous regardez l'ancêtre d'Internet. Et cette phrase elle veut dire beaucoup en fait. Je vais faire un parallèle avec vos collègues de la web-série Noob. Eux, ils ont fait bouger les choses dans leur domaine. Et nous, on va essayer de faire, enfin nous, quand je dis nous, c'est moi et d'autres vidéastes, on va essayer de faire ce même genre de truc. C'est une crédibilité, c'est une envie de produire quelque chose de qualité pour qu'on puisse à côté te dire ouais non mais tu fais de l'internet, tu vaux rien. Bah non, tu peux plus dire ça quand tu as une émission plateau qui est montée, quand tu as des grosses web-séries qui sont montées, quand tu as des projets de crowdfunding qui éclatent tous les records. Tu peux pas après regarder la personne en disant ouais vous venez d'internet, vous valez rien. C'est sûr que sans le web, il y a beaucoup de choses qui pourraient pas exister.
Et il faut quand même que ça continue de devenir, de rester ce média qui sert à distribuer des gens qui n'ont pas de moyens, surtout qui n'ont pas des grosses sociétés de distribution derrière eux et tout ça, qui d'ailleurs souvent sont des produits uniquement marketing et sans intérêt. L'avantage du web, c'est qu'un mec qui a une idée, il peut se faire connaître. C'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était quand même vachement plus dur. Après, là, l'avenir, pour le moment, je pense qu'il va être radieux. Vu avec Noob et Fabien Fournier qui a un petit peu ouvert la voie au financement, on risque d'être bien pour quelques années là. C'est le concept qui est intéressant, on a envie d'ailleurs d'être dans la série. La plupart des gens d'ailleurs souvent ont une véritable demande en disant moi j'aimerais bien beaucoup participer à un tournage, ne serait-ce que pouvoir le voir, etc. C'est quelque chose qui était inaccessible jusqu'alors et cette accessibilité rendue, cette humanité est quelque chose de passionnant et c'est pour ça que les web-séries avaient vraiment leur place au sein de Geekopolis. Et donc pour finir cette interview, quel est ton bonbon préféré? Les Twinkies. Twinkies, pour ceux qui connaissent, c'est une petite référence à Ghostbusters et Zombieland. C'est des petits hérissons. Ça a un peu le goût des comment ça s'appelle, les guimauves avec des ours, les ours en guimauve. C'est un peu le même goût, à part qu'ils ont rajouté des Rice Krispies dedans, qui font les petits piquants du hérisson. Donc du coup, ce truc, mais c'est diabolique. Fraise tagada. Non, banane. Non, le stop tout. Je déteste la banane et pourtant les bananes de Haribo, je suis plutôt super fan. Alors j'adore les schtroumpfs et surtout ceux avec le petit chapeau framboise. Ça doit être le grand schtroumpf, je crois. Les dragibus noirs. Mon bonbon préféré, c'est Mademoiselle. Le marshmallow. Ou le réglisse. Ou le carensac. Voilà, le carensac, c'est une bonne chose. Le sexe. C'est l'arlequin. Parce que ça pique et il y a plein de couleurs. La fraise tagada. Je vais dire le schtroumpf. Le schtroumpf qui est franchement un bonbon que j'ai adoré toute mon enfance. J'ai taxé mes potes qui en achetaient, etc. Ouais, le schtroumpf. Le carambar, classique. Bon, bah allez, un Snickers. Eh bien, mon bonbon préféré est les schtroumpfs. Non, le carambar, bien mieux, ça sonne en car. Je savais bien qu'il y en avait un comme ça qu'il me fallait. Non, je sais pas. En fait, je sais pas. Tous les bonbons.